Ok, on va se pencher sur cette situation, cette confrontation vraiment complexe entre les États-Unis et l'Iran, parce qu'on va voir que c'est une crise qui va bien au-delà des simples menaces militaires. Alors, imaginez la scène. Des navires de guerre qui se déplacent. Une rhétorique qui monte. Le monde entier était suspendu à une seule question. Une question vraiment angoissante. Le déploiement de forces était massif, indéniable. On parle de 2 porte-avions, 30 000 hommes. Clairement, ça dessinait l'image d'une région au bord, mais vraiment au bord de l'explosion. Mais voilà le truc. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que cette pression extérieure, elle faisait écho à une autre force. Une force tout aussi explosive qui venait de l'intérieur même du pays. Alors, commençons par la première tempête, la tempête extérieure. On va décortiquer cette fameuse campagne de pression maximale des Américains, voir quelle était la stratégie et surtout où étaient ses limites. La stratégie de l'administration Trump, elle, était assez directe. L'idée, c'était simple. Mettre une pression militaire telle que l'Iran n'ait pas d'autre choix que de revenir à la table des négociations. Et sur la table, il y avait 2 exigences non négociables, le démantèlement total du programme nucléaire et l'abandon du programme de missiles balistiques. Quand on regarde les forces en présence, sur le papier, il n'y a pas photo, la supériorité américaine est écrasante. Mais l'Iran a une autre carte à jouer, la guerre asymétrique. Qu'est-ce que c'est ? En gros, au lieu d'un combat frontal, ils misent sur des tactiques non conventionnelles. On parle d'essaims de drones, de sous-marins agiles, de milices interposées. L'idée, c'est de frapper là où ça fait mal, de déstabiliser un adversaire bien plus puissant. Et ce chiffre, 2, il est absolument crucial pour comprendre à quel point la situation était tendue. 2 porte-avions, ça peut sembler abstrait, mais dans le jargon militaire, c'est le standard minimum pour lancer une opération d'envergure contre un pays comme l'Iran. Ce n'était donc pas juste une démonstration de force, c'était une menace très concrète. Donc on a cette puissance de feu américaine prête à être déployée. Sauf que il y a eu un énorme grain de sable dans l'engrenage, un obstacle stratégique majeur. Les alliés des États-Unis dans la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Turquie, ont tout simplement dit non. Non à l'utilisation de leur base, non à l'utilisation de leur espace aérien. Pourquoi ? La peur panique de représailles iraniennes qui auraient pu être absolument dévastatrices pour eux. Voilà pour la pression extérieure. Maintenant, déplaçons notre regard à l'intérieur de l'Iran. Parce que pendant ce temps-là, une deuxième tempête, une tempête sociale et économique, était en train de gronder. Et elle était, en partie, attisée par cette même pression américaine. Économiquement, c'était un désastre. On le voit bien sur ce graphique, l'inflation a explosé pour atteindre près de 70%. C'est juste colossal. Pour la population, ça veut dire que les prix flambent, que la vie devient impossible. Forcément, ça a mis le feu aux poudres et a nourri une colère immense dans tout le pays. Et cette colère, elle ne venait pas de nulle part. C'était le résultat de cette crise économique terrible, mais aussi de décennies de répression politique. Du coup, des manifestations massives ont éclaté partout. Et la réponse du régime a été d'une violence extrême, d'une brutalité terrible. Le bilan est effroyable, avec des milliers de morts. Alors face à cette double pression, externe et interne, le régime iranien se tourne logiquement vers ses grands alliés. On pense bien sûr à la Russie et à la Chine. Mais là encore, surprise, l'Iran va se retrouver complètement isolé. C'est un point vraiment essentiel à comprendre. Téhéran espérait un soutien militaire de Moscou, un soutien économique de Pékin. Mais la réalité a été tout autre. La Russie, qui redoutait par-dessus tout un chaos régional à sa porte, est restée muette. Et la Chine, de son côté, a fait ses calculs. La stabilité de la région et l'accès à du pétrole pas cher étaient bien plus importants que sa loyauté envers l'Iran. Au final, un calcul froid, purement pragmatique, qui a laissé Téhéran tout seul. Avec un régime aussi secoué, de l'intérieur comme de l'extérieur, certaines voix ont commencé à regarder vers le passé. Et une figure en particulier a refait surface, celle du fils en exil du dernier Shah d'Iran. Ce personnage, c'est Reza Pahlavi. Il a essayé de se positionner. Il a proposé un plan de transition, il a appelé à une démocratie laïque. Le problème, c'est qu'il y avait un décalage immense. D'un côté, un homme largement inconnu de la jeunesse iranienne, celle qui était dans la rue, et de l'autre, un manque total de soutien de la part de Washington. Trump l'a qualifié d'homme sympathique, mais ça s'est arrêté là, il a même refusé de le rencontrer. Bref, une tentative qui a fait long feu. Ce qui nous amène à la situation finale. Une sorte de paix, mais une paix extrêmement instable. La menace d'une guerre ouverte s'est éloignée, c'est vrai, mais tous les problèmes de fond, eux, n'ont fait que s'amplifier. Au final donc, pas de guerre, mais un statu quo très fragile. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette convergence des 2 tempêtes, l'externe et l'interne, a eu un effet clair. Le régime iranien en est sorti secoué. Son isolement sur la scène internationale a été mis en lumière, et surtout, ses crises intérieures sont loin, très loin d'être résolues. La région reste sur le fil du rasoir.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, une question qui dépasse le seul cas de l'Iran. Dans ce monde de crises qui s'entremêlent, où l'on voit bien que la puissance militaire brute a ses limites, et où les alliés agissent avant tout par pragmatisme, qu'est-ce que ça veut dire finalement le pouvoir? Qu'est-ce que la puissance aujourd'hui?